Bien, donc bonsoir à toutes et tous. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau notre enseignante associée de cette année, Marie Janin, qui a pris l'initiative d'inviter Anne Aurel, qui est artiste numérique polymorphe, spécialisée dans les médias sociaux. Donc c'est notre petit cycle de conférences sur les relations entre art et réseaux sociaux. Et donc je passe la parole à Marie qui va mener la danse. Bonsoir tout le monde. Je suis là avec Anne Aurel, qui est notre invitée pour ce soir, que j'ai voulu inviter dans ce cycle de conférences pour vous donner des idées, l'inspiration, pour que vous puissiez voir un petit peu différentes façons d'utiliser les réseaux sociaux, pour que vous puissiez vous plonger dans la culture pop comme jamais. Et donc, je vais introduire un petit peu Anne, et puis après, elle va montrer son travail, vous montrer plein de choses. Et puis après, on va discuter ensemble. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, des réactions, des envies, enfin, n'hésitez pas à vous joindre à la discussion. Donc, Anne Aurel est une artiste polymorphe qui s'amuse sur les réseaux sociaux, qui manipule, qui transforme, qui remixe les images sans cesse et sans complexe, ça c'est très important, avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et c'est pour ça que je l'ai invitée, c'est d'amener un petit peu de la légèreté et un sens critique dans un espace qui est spécialement dans le monde de l'art contemporain, vu comme un espace négatif et comme un espace un petit peu toxique. Et donc, Anne a une autre attitude sur les réseaux sociaux, donc je voulais aussi vous montrer ça. Donc, si on part un petit peu en arrière, Anne a étudié aux Beaux-Arts de Cergy. Elle a exposé au Palais de Tokyo et à la Gaîté Lyrique à Paris, à la Friche Belle de Mai à Marseille, au Eye Museum à Amsterdam et au Festival de Overkill et chez moi à Sugaus bientôt à Enschede. Et puis cette année, elle a une année super chargée avec plein d'expositions dans sa galerie à Paris aussi. Donc, si vous avez l'occasion de venir voir aux Pays-Bas ou à Paris, n'hésitez pas à aller voir le travail d'Anne quand il sort des écrans. C'est aussi très intéressant. Anne utilise le collage, le GIF, les animations, les filtres, l'intelligence artificielle et même en ce moment donc aussi ChatGPT. Et tout est outil, tout est espace, tout est à mélanger, à remixer, à utiliser, et tout est espace de jeu. Et ça, c'est aussi une façon de travailler qui, pour moi, est très intéressante. Et pour vous, j'espère qu'il va vous apporter une certaine liberté, une certaine fraîcheur d'esprit pour continuer dans nos projets ensemble. La création d'Anne est intensive, elle est quotidienne, elle se régénère. Donc, si vous avez pris le temps de regarder un petit peu sur Instagram, il se passe beaucoup de choses et il y a des visuels qui reviennent transformés, qui reviennent découpés, réajustés. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler après. Et donc, cette énergie et toute cette curiosité, cet amour pour la culture pop, moi, elle m'intéresse beaucoup et j'avais envie de la partager avec vous à travers Anne et son travail. Aussi pour contrer peut-être la tendance un peu moralisatrice, parfois élitiste de l'art contemporain et des espaces d'exposition de l'art contemporain. Et donc, c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler avec vous tous et avec Anne en particulier. Donc, je vais la laisser montrer son travail, puis après, on va engager une discussion sur tout ça. Anne, vas-y, c'est à toi cette fois-ci. Bonsoir tout le monde. With no further introduction, je vais vous présenter un document qui va un peu résumer mon parcours et vous montrer un peu les différents endroits sur lesquels je suis en exploration depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. Avec une prédominance donc des réseaux sociaux en outils et en espace de diffusion. Et bon, je vous fais pas un CV non plus, hein. L'idée, c'est pas non plus de tout détailler, mais au moins de vous donner les grandes lignes et les grandes tendances de mon parcours. Et puis après, on pourra discuter. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et on ouvrira la conversation
sous forme de dialogue plutôt que sous forme de monologue, comme ça va être un peu le cas dans les prochaines minutes. Alors, je vais partager mon écran. Donc, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Anne Aurel et je suis artiste digitale, numérique, polymorphe, exerçant en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, quand je dis réseaux sociaux, j'ai commencé sur MySpace. J'ai été une très grande utilisatrice d'un réseau qui s'appelait Vine, qui n'existe plus, qui était un réseau social pour faire des vidéos courtes de 6 secondes, pour ceux qui m'ont connu. Giphy, qui est la plateforme de GIF animé, Instagram, TikTok, Snapchat, et là, de manière plus récente, un réseau qui s'appelle Spatial, qui est un réseau qui permet de créer des métavers. Donc ça, j'en parlerai après tout à l'heure. Alors au début ça a commencé, comme je vous disais, sur MySpace, où j'avais créé un profil MySpace pour mon chat à l'époque, donc c'était 2007, 2008, un truc comme ça. Et très rapidement, c'est le moment où Facebook commençait à pointer le bout de son nez dans le paysage web de l'époque. Et en fait, moi, du coup, à l'époque, j'étais étudiante aux Beaux-Arts, j'étais en 3e année aux Beaux-Arts à Cergy, et j'ai commencé à devenir vraiment complètement obsédée par Facebook et à collectionner les noms de groupes que je trouvais sur Facebook, que je trouvais vraiment très drôles. Et j'en ai fait des chansons. Donc ça a commencé comme ça au cours d'un workshop son où je ne faisais pas du tout de musique et je ne faisais pas du tout d'expérimentation sur le son. Et voilà, comme ça, par hasard, au cours d'un workshop, j'ai commencé à faire de la musique, à poster mes vidéos sur YouTube et à commencer ma carrière en dehors de l'école, en faisant des performances dans des galeries, en faisant des performances dans la rue, dans des événements, etc. J'entends un frotti-frotta de micro, je ne sais pas d'où ça vient. Donc du coup, voilà, donc ça a commencé sur Facebook et moi, du coup, mon dada, on va dire, c'est de faire du collage. Et à l'époque, je faisais beaucoup de GIF animés aussi, et donc on était au début des années 2010. Et quand j'ai présenté ça aux Beaux-Arts, on m'a dit bah non, c'est pas du tout de l'art, c'est pas de l'art, quoi. Donc je pensais que le débat était clos et que en fait de discuter de ce que c'était que l'art ou pas, et si la pop culture était décente ou pas dans le paysage de l'art contemporain était un sujet qui était dépassé, mais il faut croire que non. Et c'est 10 ans, 15 ans plus tard, c'est toujours un sujet qui me passionne, et c'est toujours un sujet qui est sujet à discussion, quoi. Donc j'utilise beaucoup de personnages de la pop culture, actrices, acteurs, chanteurs, films, voilà. Enfin, il y a toujours une sorte de rebond comme ça avec l'actualité culturelle et le paysage même, donc de l'ADN culturel de la culture web. Donc comme je vous disais, mon ADN, c'est vraiment le collage, donc je viens vraiment du collage. Et même quand je fabriquais quand je faisais de la chanson et que je faisais des chansons Facebook, c'était aussi une forme de collage, puisque comme je collectionnais les noms de groupes Facebook, je faisais des sortes de cadavres exquis, et même mon processus d'écriture était une forme de collage. Donc pendant très longtemps, ça a été compliqué de me définir. Je disais souvent que j'étais collagiste, et finalement, je crois que c'est le terme qui me définirait le mieux. Mais comme je suis tout le temps en train de changer de médium, là, avant c'était du GIF animé, donc pendant un moment j'étais gifiste, mais en même temps ça suffit pas, donc il y a le collage. En même temps, je fais de la réalité augmentée, donc il y a aussi la dimension plus Web3 et métavers et 3D, intelligence artificielle. Donc du coup, la question de la définition finalement mute en permanence.
Et donc, il y a quelques années, là, au moment du Covid, et où on avait beaucoup de temps pour passer du temps chez soi à geeker et apprendre des nouvelles techniques, j'ai commencé à mettre ces collages dans des logiciels pour faire de la réalité augmentée. Donc, ça a commencé comme ça avec des masques. Avec des masques faits avec les collages de visages que vous avez vus juste avant. Bon, alors, comme disait Marie, c'est très prolifique et c'est quotidien, donc j'ai une très très grosse. Je suis très productive, donc il y a beaucoup beaucoup de filtres, et quand je deviens un peu obsédée par une nouvelle technologie, je fais quasiment que ça et j'expérimente autant que possible. Et donc la réalité augmentée, ça fait encore partie des techniques et des outils que j'utilise au quotidien. Donc c'est sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ça peut aller Instagram, Snapchat ou plus récemment TikTok, qui viennent de développer leur logiciel de réalité augmentée. Donc tout ça, c'est fabriqué avec des logiciels où il y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources en ligne pour apprendre à s'en servir. Il y a beaucoup de forums, beaucoup de communautés, tout ça. Donc si c'est un outil qui vous intéresse, c'est rendu facile d'accès, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse dans la réalité augmentée, c'est qu'il y a à la fois cette dimension que en fait, n'importe qui dans le monde peut porter mon art, quoi, et n'importe qui physiquement devient support de ma création, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect quand c'est pas sur un support physique, mais un support ce qu'on appelle des world effects. Donc ça peut être des sculptures qui prennent place n'importe où, qui n'ont plus besoin vraiment de structures muséales ou de structures de galeries, qui peuvent vraiment être installées n'importe où. Si par exemple un jour j'ai envie d'exposer devant la Tour Eiffel, ou si j'ai envie de créer un filtre sur la Tour Eiffel, j'ai pas besoin d'autorisation et j'ai pas besoin d'avoir d'autorisation pour pouvoir investir le support. Donc ça, c'est une énorme liberté créative que j'adore vraiment dans la réalité augmentée. Il y a évidemment tout l'aspect mode qui m'intéresse beaucoup, et sur la dimension de l'avatar et la mode virtuelle dans le Web 3, et aussi le support papier, c'est-à-dire vraiment venir animer des affiches ou des couvertures de journaux. Comme j'ai fait récemment, l'année dernière, j'ai fait la couverture du magazine Photo en réalité augmentée. Donc ça vient ajouter à des supports physiques des effets un peu waouh, comme je les appelle. Et récemment, ma nouvelle obsession, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui est vraiment très brûlant et dont tout le monde parle en ce moment. Et à mon avis, c'est une révolution qui est aussi puissante que l'arrivée de la photographie dans le paysage de l'art contemporain. C'est en train vraiment de changer la manière de créer. C'est en train de changer, de changer plein de choses dont on discutera avec Marie après, parce que c'est un sujet sur lequel on discute beaucoup en ce moment. Donc là, vous avez différents exemples d'images que j'ai réalisées avec l'intelligence artificielle, avec différents types d'applications. Il y a une application qui s'appelle Wombo, une autre qui s'appelle DALL-E, qui est un peu celle qu'on connaît le mieux, parce que c'est aussi eux qui supportent le chat GPT, et Midjourney, qui fait partie des plus connus, eux, ils sont sur Discord. Et à partir de ces images que je génère avec l'intelligence artificielle, je reviens encore au collage. Donc je prélève les éléments que je réalise en réalité augmentée et je leur ajoute des éléments en collage et en animation. Donc ça peut donner des choses comme ça. Donc c'est toujours mon esthétique, mais mon esthétique qui en fait est augmentée avec un nouveau type d'outil et un nouveau type d'image. Il y a aussi un workflow que j'aime beaucoup avec l'intelligence artificielle. Donc là, on a un exemple avec
une image générée sur DALL-E, dont je me sers comme support d'inspiration pour augmenter en 3D dans un logiciel qui s'appelle Gravity Sketch, qui permet de faire de la 3D en VR. Et la troisième image, où cette image réalisée en intelligence artificielle est devenue un filtre en réalité augmentée. Donc ça, c'est un workflow que j'utilise avec l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres. Il y a un autre outil qu'on peut trouver sur DALL-E qui s'appelle le Outpainting, mais c'est aussi un outil qu'on trouve sur d'autres plateformes d'intelligence artificielle. Mais sur DALL-E, c'est principalement DALL-E que j'utilise pour utiliser ce type de technique. On prend une image et on demande à l'intelligence artificielle de l'augmenter carré par carré, pixel par pixel, et du coup, ça donne ces univers. Donc moi, je me sers de gifs animés que j'avais réalisés sur des peintures célèbres, des œuvres d'art qu'on trouve dans les musées, et je les augmente avec des éléments vraiment purement digitaux et très colorés, quoi. Mais du coup, moi, ça me suffisait pas en fait de juste les augmenter comme ça avec de l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'en fais maintenant, c'est que j'en crée des métavers. Donc, la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Spatial. Donc, en fait, sur Spatial, il va y avoir l'œuvre que j'ai augmentée et toutes les textures qui ont été générées par l'intelligence artificielle vont servir de texture pour créer un environnement en 3D. Toujours avec Gravity Sketch, qui est donc le logiciel de 3D que j'utilise en VR. Et donc, je vais venir constituer tout un environnement autour de cette œuvre pour venir avoir une expérience vraiment complètement immersive, en extrayant certains détails de la peinture pour les mettre en avant, pour les dupliquer. Enfin, il y a encore cette dimension de collage qui revient, mais encore avec d'autres outils et encore avec d'autres techniques. Donc ça, c'est encore une autre peinture. Et ça, je vais vous montrer. Hop. Je vais juste vous montrer un exemple vous voyez toujours mon écran là? Oui. Donc ça, c'est un exemple de métavers qui n'est pas réalisé avec de l'intelligence artificielle, mais qui est toujours réalisé avec ce logiciel de 3D en VR, donc Gravity Sketch, et dans lequel je suis venue créer un espace d'exposition pour exposer tous les gifs animés que j'ai fait autour de la pizza, qui fait partie des thèmes récurrents dans mon travail. Pourquoi la pizza? Parce que à l'époque, quand j'étais sur Vine, je faisais pas mal de recherches sur c'est quoi l'élément le plus viral sur Internet, et parmi les éléments les plus viraux de l'Internet, il y avait les chats, les chiens et la pizza qui était dans le top 10 des choses des éléments culturels les plus viraux sur Internet. Donc je me suis lancée à fond, à corps et âme dans la pizza. Et j'ai décliné des Disney, des jeux vidéo. Là, par ici, il y a un espace dédié aux jeux vidéo. Mais du coup, dans tout mon espace, là, encore une fois, je ne dépends pas d'un espace muséal, je ne dépends pas d'une galerie. C'est moi qui choisis la forme de mon espace d'exposition. En plus, si j'ai envie d'avoir des petits espaces cachés, là, par exemple, comme ici. Hop. Si ça veut bien avancer. Bon, je n'ai pas choisi l'espace le plus léger parce qu'il y a énormément d'éléments. Mais voilà, je peux avoir des petits espaces cachés sous la pizza. Et voilà. Et ce qui est cool aussi dans Spatial, c'est que on peut créer des portails qui nous permettent de nous promener dans nos autres métavers, dans le cas où on en a fait. J'essaie juste de sortir d'ici. Hop. Donc, Spatial, c'est des environnements qu'on peut visiter depuis son ordinateur, comme je le fais là, mais on peut aussi le visiter depuis un téléphone ou en VR. Donc là, par exemple, hop,
J'aimerais bien vous montrer un autre. Je suis toujours très contente quand j'arrive au sommet d'un bout de fromage comme ça et que je regarde mon univers et que c'est assez, en fait, c'est extrêmement satisfaisant comme support. Alors, il proposait de voyager, voilà. Hop. Désolée, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est un portail. Je vais voyager dans ce portail, c'est possible. Bon, je vais voyager. Et là, c'est un exemple de métavers créé avec uniquement des textures d'intelligence artificielle. Et donc là, si je descends dans le terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, à vos souhaits. Alors, hop, je fais attention parce que si on tombe, c'est comme dans Mario Kart, on revient au début. Hop. J'ai un peu de mal à me déplacer. Hop, voilà. Et donc là, j'ai tout mon environnement avec différentes textures, avec du jeu sur la 2D, de la 3D. Dans Spatial, on peut mettre du GIF animé, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre du son aussi si on veut, qui est inclus dans les vidéos. On peut inclure des PNG, donc pour moi, la dimension collage est complètement possible. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est ma nouvelle passion. Voilà, et ça, c'est pour terminer, pour vous dire que aussi dans les différents espaces où mon travail se déploie, il y a aussi de la publicité, il y a un partenariat avec des marques, avec je travaillais pour Canal+, je travaillais pour Arte. Pendant un moment, j'étais chroniqueuse dans une émission qui s'appelait L'œil de lynx sur Canal+. J'ai fait du documentaire, j'ai fait des clips. Enfin voilà, ça a plein d'applications différentes. Et pour terminer, quelques exemples d'expositions. Là, récemment, à Dubaï, dans un espace qui s'appelle Art in Space, qui a un écran convexe qui permet du coup d'avoir une expérience immersive, toujours dans cette idée de collage. Donc là l'image de Frida Kahlo, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Là, on a une image d'une exposition qui était une rétrospective que j'ai faite l'année dernière au Lavoir numérique, et Palais de Tokyo avec le prix Audi Talent que j'ai gagné en 2017. Et l'exposition a eu lieu en 2018. Et voilà, et tout mon travail, vous pouvez le retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube. J'ai pas mis TikTok, mais bon, il y a aussi TikTok. Et vous pouvez trouver Anne Aurel, c'est le même nom partout. Merci Anne, super. Je pense que tout le monde a une bonne idée de ton univers et des différents outils que tu utilises, même si je sais qu'il y en a encore plus. J'ai essayé d'être concise. Ouais, je vois, très bien. C'est difficile, j'imagine. Je ne sais pas si je vais réussir à aller dans l'ordre, mais on va se lancer et puis on verra bien. Mais j'ai l'impression à chaque fois qu'on discute, il y a une nouvelle chose qui me fascine. Et là, le fait d'avoir à nouveau une présentation de Facebook jusqu'à Spatial et plus que Spatial, c'est là le Genesis, tu vas profondément à l'intérieur de ce métaverse. Je trouvais assez beau de voir comme, alors ça peut être beau ou dangereux, je ne sais pas, la façon dont tu es complètement immersé, plongé à l'intérieur du réseau. Et il faut aller chercher au milieu de ces espaces. On n'est plus
n'est plus du tout, enfin je me disais, on n'est plus du tout connecté avec le monde extérieur. Au moins, ça donnait cette impression. Est-ce que cette immersion totale que moi je trouve extraordinaire, hein, est-ce que ça reste un espace d'échange, de réseau? Est-ce qu'il y a des gens que tu retrouves à l'intérieur de ces espaces où vous êtes où c'est trop profond? Non, bah, c'est ça qui est génial avec Spatial, c'est que il y a le fait que je décide à quoi va ressembler l'espace que je crée pour diffuser mon travail, mais aussi il y a un système de live. Donc quand je le décide, en fait, une fois par jour, tu peux être live sur Spatial, sur tes espaces, et du coup, tu peux inviter des gens, donc tu peux même créer des événements. Il y a des gens qui font ça, hein. Il y a plusieurs types d'utilisation de Spatial, hein. Il y a des gens qui en font la publicité, il y a des gens qui font des concerts. Enfin, on peut vraiment faire plein de types d'événements et on rencontre des gens, quoi. Et le soir où j'ai lancé mon tout premier métavers, il y avait franchement pas grand monde. Il y avait surtout 2 personnes avec qui on a passé la soirée à se montrer nos différents métavers, à voyager d'espace en espace. Je connaissais pas du tout ces gens. Et en fait, c'est ça que j'adore sur Internet et sur les réseaux d'une manière générale, c'est que, en fait, on rencontre des gens tout le temps, quoi. Et enfin, en fait, enfin, Spatial n'est pas différent n'est pas différent des réseaux sociaux en ce sens, c'est qu'on rencontre aussi des gens, quoi. Et est-ce que t'intéresse de créer justement des événements spécialement pour Spatial, ou si tu réutiliser tes talents de performeuse, ou enfin de ramener, je sais pas, j'imagine un concert réimaginé pour Spatial, ou c'est quelque chose qui pas pour le moment? La musique, c'est un truc que je fais plus du tout, donc non. Oui, ouais. Mais ouais, des événements, ouais, carrément, des vernissages. Moi, j'aimerais vraiment voir plus de choses, plus d'événements créés par les musées, plus d'événements créés par des galeries. Là, tu parlais des événements à venir dans l'année, mais quand c'est le 15 mars, là, j'ai une exposition dans une galerie à Paris, et je vais présenter un nouveau métavers. Et du coup, je vais en profiter j'aurai un live qui sera où les gens qui seront dans la galerie pourront être en live avec le casque de VR ou depuis leur téléphone. Mais du coup, il y aura quelque chose où on pourra se rencontrer, on pourra discuter dans le métavers, quoi. Mais donc ça, c'est une petite échelle, quoi. Mais dans l'absolu, ouais, j'aimerais bien créer plus d'événements, des expositions collectives, des lieux étranges, des choses comme ça. J'avais une question sur un petit peu un des enjeux de ces rencontres, c'était aussi la dimension critique de ces réseaux. En fait, où est-ce qu'elle est de votre point de vue? Qu'est-ce qui, pour vous, pose problème, ou en quoi votre travail met un coin à des endroits de problématiques, à la fois peut-être dans l'espèce de, puisque c'est un peu le débat en cours pour TikTok et pour les restrictions pour les publics jeunes qui passent des heures et des heures par jour. Est-ce que la notion d'addiction, la notion de flux comme ça ininterrompu et complètement captivant, est-ce que c'est un problème? Et puis l'autre question, enfin il y en a plein, mais une autre question aussi qui pour moi, parce que vous en aviez parlé dans une autre interview, là vous l'avez évoqué sur Vine, et quid de la conservation ou de la pérennité des œuvres ou des propositions qui sont faites, je ne sais pas comment vous les appelez. Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que c'est pas grave que ce soit dans du flux et puis que ça passe à la trappe avec la fermeture de la plateforme en question? Enfin, c'est un peu toutes ces. Il y a plein de questions comme ça qui me viennent, et je pense, bon, même si les étudiants ne s'expriment pas encore complètement, mais je pense que c'est forcément des questions qui vont relayer ou qui vont poser, et qui, moi, Ouais. m'intéressent aussi, oui.
Bah, pour rebondir tout de suite sur la deuxième partie de la question, là, sur la question finalement de dépendre d'une plateforme pour exposer son travail. Enfin, déjà, pour moi, en fait, il y a une œuvre digitale exposée sur Instagram, elle a la même valeur qu'une œuvre digitale exposée dans un musée, en fait. Il y a pas, c'est pas parce que en tant qu'artiste, on montre notre travail ou on se sert des réseaux sociaux comme plateforme de diffusion que ça fait moins art. Ce qui a été tout au long de mon parcours un très gros sujet de réflexion aussi, Mm. c'est je disais que quand je suis arrivée avec mes gifs animés aux Beaux-Arts, les profs m'ont dit que c'était pas de l'art. Ça a toujours été un gros sujet quelle est la place de l'art digital dans le marché de l'art contemporain? C'est une question qui a récemment trouvé une Oui. un début de réponse avec la création des NFT, enfin l'intégration du crypto Mm. art et le chemin de l'art dans le monde des NFT en particulier, parce que les NFT n'ont pas été créés pour l'art. Enfin, ça n'a pas été créé pour trouver une solution au marché de l'art contemporain qui ne faisait pas de place à l'art digital. Donc il y a plein aussi, il y a plein de sous-réponses dans la question. En ce qui concerne la pérennité, en fait, pour moi, il y a plein de. Enfin, c'est presque un sujet de thèse, quoi. Enfin, il y a, quand on expose son travail sur les réseaux sociaux et quand on dépend de plateformes pour montrer notre travail, bah, ça fait partie du jeu, en fait, quoi. C'est comme ça fait partie du jeu d'avoir son travail qui est donc très visible et peut être potentiellement copié, volé, utilisé sans autorisation. En fait, ça fait partie des règles du jeu, quoi. Et c'est des questions auxquelles je me suis frottée très, très rapidement et sur lesquelles il faut lâcher prise, parce que sinon, bah, on ne se sert pas des réseaux sociaux. En fait, ça fait partie des, euh, des clauses, des clauses quand on est sur les réseaux sociaux. Et après, voilà, Vine, ça a disparu. Il y a toute mon audience qui a disparu et j'avais une grosse audience, j'avais plus de 200 000 followers. Et donc, c'est une grosse partie de mon public et aussi une partie de la manière dont j'avais de monétiser aussi mon travail avec des partenariats avec des marques, par exemple, qui a disparu. Donc ça a été très difficile, mais ça m'a permis aussi d'écrire tout le projet que j'avais proposé à Audi Talent, qui était sous forme d'un manifeste sur la responsabilité de l'artiste sur les réseaux sociaux, la responsabilité de l'artiste qui a beaucoup de visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être beaucoup vu? Elle est où la frontière entre l'artiste et l'influenceur quand on est très visible sur les réseaux? Pardon, tout ça, c'est des très très gros sujets qui mériteraient d'être développés de mille et une manières sur plein d'autres conversations sur le sujet. Après, l'autre question, c'était plus fondamentalement, parce que la censure, ça allait de pair avec cette idée qu'on jouait le jeu si on était sur un réseau social, bah, c'était votre réponse. Mais l'autre question, c'était plutôt la question de la. Oui, quelle est la dimension de résistance ou de piratage ou de détournement des outils? Où est-ce que vous la voyez ou comment vous l'argumentez si on Bah, considère que. Oui, pardon. je crois qu'en termes de détournement et de piratage, je crois que je me situe plutôt pas trop mal, quoi. En fait, tous les réseaux, je les détourne et enfin, je les utilise comme des outils et ça a toujours été ma manière de faire, quoi. Par exemple, quand j'écrivais des chansons Facebook, bah, je me servais, enfin, c'était vraiment une forme de détournement, quoi. Je me servais du réseau comme matière première et comme support pour créer des chansons, quoi. Oui, Donc c'est le ça, c'est détournement, comme une. c'est un peu mon ADN, quoi. Hmm. Mais c'est un détournement. Est-ce que c'est un détournement esthétique ou est-ce que ça joue sur, je sais pas, sur le propos ou sur, je sais pas si on envisage que sur certains réseaux on peut être,
qui peuvent être vecteurs de fausses nouvelles ou de fake news. Est-ce que c'est des questionnements de cet ordre? Comment ils sont appropriés par les marques? Ou est-ce que c'est plus comme une matière première, comme une matière visuelle enfin, moi je le vois plus comme ça, mais est-ce que ça va encore ailleurs ou de votre ressenti ou de votre point de vue? Non, non, ça, c'est esthétique principalement, et après, enfin, enfin, ça s'arrête là, entre guillemets. Ça s'arrête pas vraiment là, mais moi, j'ai plutôt une approche ludique, et j'ai plutôt tendance à faire dégonfler en fait les polémiques comme ça, et avoir un aspect plus ludique dans mon travail, quoi. Oui, c'est ça. Faire, Oui, faire des choses plus légères, quoi. Et après, sur des sujets plus comme le deepfake, etc., on peut en parler, hein, mais c'est pas des sujets que j'aborde dans mon travail, quoi. oui, oui, oui. Parce que Olivier, tu arrives avec des questions théoriques, mais si on regarde dans le sens, si on parle du travail de Anne et du fait d'utiliser les outils, d'embrasser, je ne sais pas si c'est très français, mais d'accepter les réseaux comme ils sont, et avec tout le côté toxique qu'il peut apporter, mais aussi tout le côté, il y a plein de monde là-dedans, et le fait qu'il y ait plein de monde, ça veut aussi dire euh, plein de possibilités, quoi. Est-ce que Anne, si tu parles un petit peu de ce que tu es en train de faire avec l'intelligence artificielle et le projet qu'on est en train de développer? En fait, moi, il y a un truc que j'entends à la fois enfin, dans vos questions à tous les deux, c'est que, en fait, c'est moi, ma manière de me positionner dans la vie d'une manière générale, c'est pas de regarder tout ce qui pue et tout ce qui est toxique et tout sur quoi on peut critiquer et tout ce sur quoi on peut se positionner de manière critique. En fait, il y a plein de choses qui déconnent dans notre monde, et il y a plein de choses qui déconnent dans le monde de l'internet. Il y a plein de choses qui déconnent dans les réseaux sociaux. En fait, il y a dans la vie, d'une manière générale, il y a plein de choses critiques, il y a plein de choses critiquables, il y a plein de choses toxiques. Ça fait partie des règles du jeu d'être humain, quoi. C'est des sujets sur lesquels je me positionne moi personnellement, mais c'est pas des sujets qu'on peut particulièrement saisir ou voir dans mon travail. C'est des sujets sur lesquels on peut discuter, mais c'est pas des choses qu'on verra en particulier dans mon travail. Moi, il y a vraiment et c'est ma manière de me positionner aussi dans la vie d'une manière générale, c'est avoid the drama, quoi. Genre, ouais, enfin, le monde est déjà suffisamment tragique et dramatique pour en plus avoir. Je me souviens d'une exposition, j'étais très contente de voir ça à Beaubourg. C'était je crois l'année dernière ou l'année d'avant, l'année dernière. Il y avait une exposition sur le réseau, et c'était une exposition qui était hyper intéressante parce que c'est la première fois que dans un endroit comme Pompidou, où je voyais une frise chronologique sur le réseau. Je t'avais envoyé d'ailleurs les images du catalogue que j'ai acheté du coup, et du coup de comment est né le mot réseau, et donc je sais plus, c'était genre 11e ou 12e siècle, un truc comme ça. Et le bout de la frise, c'était la création des NFT, je crois. Ça allait de là à là, quoi. Et en fait, dans cette exposition, il y avait, à aucun endroit, il y avait place au ludique. Il n'y avait rien qui était genre fun, quoi. Et en fait, une grosse partie de la culture web et de la culture geek et de la culture internet, c'est le fun, en fait, quoi. Et je trouve ça dommage qu'il y ait pas une vraie place pour ça dans les espaces galeries, les espaces musées. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rebondis sur le plaisir que j'ai de travailler avec toi, Marie, là, sur cette expo, et d'une manière générale avec ce que vous faites à Sick House, parce que c'est vraiment un espace où justement on décomplexe complètement ça, et c'est pas si enfin, on peut avoir des discussions hyper sérieuses sur des sujets qui sont très sérieux et sur lesquels c'est très intéressant de discuter et de débattre, mais sans perdre la dimension fun et ludique
et on va voir une expo et dans cette expo, il y a donc les bébés salades. Donc il y a un bac de terre où on fait pousser des salades et il y a un dialogue entre des bébés salades que j'ai générés en intelligence artificielle et leur dialogue, c'est un dialogue à la Beckett et à la Sartre. Donc il va y avoir à la fois un mélange entre une pièce de théâtre de Beckett où il y a 3 mots et vraiment pas grand-chose qui se dit, à une discussion sur ce que c'est qu'être une salade et une discussion existentialiste autour de ce que c'est qu'être le destin d'une salade, quoi. Et ça, en fait, et après la dimension critique et en fait ce que les gens, ce que le public ressent et les discussions que ça génère, pour moi, c'est une partie qui échappe à l'artiste, en fait. D'une certaine manière, c'est pas mon problème. Ça ça me stimule, ça m'excite, ça me fait plaisir d'avoir des discussions avec mon public, mais la manière dont c'est perçu, dans l'instant, bah, ça leur appartient, en fait, quoi. J'ai repris une petite phrase que tu avais dit dans une interview. Tu disais que Instagram, Giphy ou encore Vine, c'est des plateformes vidéo qui avaient disparu où il régnait une ambiance comparable à celle des Beaux-Arts, mais en ligne. Est-ce que et ça, j'imagine, c'est un peu le passage pour tout le monde, quoi. Tu étudies à l'école d'art, il y a plein de monde, il y a des profs, tu as des cours, tu as des choses à faire, et tout d'un coup, si tu deviens artiste en particulier, ben, tu te retrouves un peu tout seul ou en duo si tu as réussi à faire un collectif et tout, si tu as de la chance et que tu as trouvé des gens avec qui c'est cool de bosser. Mais c'est assez solitaire la vie d'artiste. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que ça t'apporte justement et est-ce que c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu trouves dans le métier? Enfin, comment est-ce que ça se passe et bah, ce que ça t'apporte, quoi. Ouais, carrément. Bah, déjà, avant la sortie des Beaux-Arts ou la sortie d'une école d'art, c'est vraiment brutal, quoi. Enfin, il y a, c'est soit on a préparé notre sortie et on a préparé, enfin, ouais, on a déjà commencé à amorcer notre sortie avant de sortir, soit on se retrouve dehors et on sait pas quoi faire. Et en particulier, bon, c'est pas, je sais pas, peut-être que ça a changé depuis. Mais parce que moi, je suis sortie, c'était en 2011, donc j'espère que ça a un peu changé. Mais l'année dernière, j'avais une assistante qui était élève aux Beaux-Arts à Pau, et de ce qu'elle me disait, ça avait pas trop changé, en tout cas aux Beaux-Arts de Pau. Mais on est très peu éduqués sur bah, administrativement comment ça se passe, si on n'a pas de collectif, comment on fait, enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement, quoi, comment on fait pour démarcher, il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas, enfin c'est pas simple. Et comme dans les écoles, on est très dans la théorie et on est très dans sa tête, et finalement on est aussi dans un cocon qui est dans une chrysalide, en fait. Enfin, j'ai adoré faire les Beaux-Arts, c'était vraiment super, et en même temps, c'est un espace qui existe nulle part ailleurs, quoi. Sauf, comme tu le rappelles, dans les communautés créatives que j'ai retrouvées bah, sur Vine à l'époque, où bah, là, il y avait de nouveau un échange, un espace d'échange où je rencontrais des gens, ils disaient: «Ah, mais ça, qu'est-ce que tu en penses?» En fait, où tu as un regard critique bienveillant de gens qui font la même chose que toi, en fait, et qui parlent la même langue que toi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique sur les communautés créatives qu'il y a sur les réseaux. Là, la communauté dans laquelle je me sens cosy en ce moment, c'est la communauté de la réalité augmentée. Donc, je suis dans plein de groupes et on a des meet-up, on se rencontre aussi en vrai, on se donne des conseils, il y a aussi des échanges de ressources, il y a des collaborations. Tout ça, c'est bien sûr sous le grand chapeau de grandes boîtes comme Meta, TikTok ou Snapchat. Mais c'est top, en fait. C'est top. Enfin, moi, en tant que
En tant qu'artiste, comment dire, je m'épanouis vachement en fait, grâce à la communauté et grâce à la communication bienveillante et, euh, et ouais, jubilatoire de t'as fait un bébé salade et tout le monde est content quoi. Et est-ce que vous vous retrouvez sur les plateformes régulières ou est-ce que entre vous, vous vous créez des espaces alternatifs? Est-ce que vous vous retrouvez dans des métaverses ou est-ce que vous vous retrouvez, je sais pas, sur des choses qui sont cachées, Non, c'est très. Non, c'est soit on s'envoie des messages, soit ou quand les uns les autres sont. Parce que du coup, c'est comme c'est une communauté internationale quand on est, je sais pas, à Londres, à Amsterdam, à New York, à Los Angeles. Enfin, on s'envoie des messages, on se voit en vrai. Et il y a aussi des réunions qui sont organisées par. Moi, je suis créatrice officielle de filtres sur Snapchat, TikTok et Instagram. Du coup, il y a aussi des réunions qui sont organisées par Meta, par TikTok et par Snapchat directement. Où on se retrouve soit dans les bureaux, soit dans leur bureau, soit dans des espaces qui sont dédiés à la discussion et du feedback, et, etc. Je regarde si j'avais encore des petites questions notées. Je vois pas dans le chat. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Frédéric, mais il y avait quelqu'un qui demandait comment accéder à tes espaces spatiaux. Donc, j'ai mis un lien et en gros, il faut choisir l'option réalité virtuelle au départ. J'espère que les gens vont essayer. Et pour spatial, alors hier on m'a dit que c'était pas référencé en fait, que quand on tape mon nom dans spatial on ne trouve pas, donc il faut que je règle ce souci. Mais sinon sur mon Linktree dans ma bio sur Insta, ils sont tous en premier choix, et sur mon site aussi. Sur mon site, il y a une catégorie, enfin il y a un onglet métavers. Et est-ce qu'on peut juste finir peut-être par une petite, même si c'est un débat assez considérable, mais par un petit temps sur l'IA et sur ces outils. Et donc, oui, comment ça s'intègre ou, dans votre travail, comment vous voyez ça en tant qu'artiste, effectivement. Révolution totale, absolue, géniale. Je suis complètement, je suis en admiration sur la vitesse à laquelle ça va, sur les capacités de l'intelligence artificielle. Là, enfin, il y a de plus en plus d'outils. Bon, moi, j'en suis pas au stade du machine learning où j'ai pas encore fait ma propre intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas particulièrement, comme de coder. C'est pas que c'est. En fait, il y a un moment, en fait, je peux pas tout faire non plus. Mais je trouve ça génial qu'on puisse aussi éduquer et traîner sa propre intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que je pourrais même, si je le voulais, parce que je dis que ça m'intéresse pas, mais ça se trouve, en parlant, je me dis que c'est pas impossible que je le fasse à un moment ou un autre, mais je pourrais très bien avoir un système d'intelligence artificielle qui crée des œuvres comme les miennes, quoi. Et en fait, il y a plein de choses dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans mon workflow. C'est que à la fois, ça me donne de la nouvelle matière, concrètement, hein, pour faire mes collages. Ça me donne de l'inspiration. Je m'en sers pour faire des mood boards pour des clients. Voilà, en 2 secondes, on peut avoir une idée. Et moi, en fait, l'intelligence artificielle, je vois vraiment ça comme une forme de collaboration. Quoi. Et ce qui est super intéressant, là, récemment, là, je travaille sur un projet de photo où je demande à l'intelligence artificielle de refaire des photos qui existent déjà,
C'est des photos de grands photographes et tout. Et c'est quelque chose qui va sortir dans un magazine le mois prochain. Donc si ça vous intéresse, je mettrai cette actu sur mes réseaux, évidemment. Mais du coup, c'était hyper intéressant de faire l'inverse, en fait, de pas laisser l'intelligence. Normalement, quand le truc de base, c'est je rentre mon prompt avec mes mots-clés et l'intelligence artificielle sort quelque chose, quoi. Et là, l'idée, c'était vraiment de refaire à l'identique une image avec l'intelligence artificielle, quoi. Et bah, en fait, la plupart du temps, j'y arrivais pas, quoi. Et en fait, on arrive toujours à des toutes petites nuances. Et du coup, j'en parlais avec les gens avec qui je travaille sur ce projet-là. Et donc moi, j'y vois une dimension d'assistant, d'assistanat, de collaboration et de direction artistique. Ça pousse aussi à avoir les bons mots pour décrire vraiment précisément notre vision, ce qui n'est pas forcément évident quand on est artiste. En tout cas, moi, je sais pas, il y a des types de cerveaux différents, mais moi, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur bon bah voilà, j'ai fait ça. Et voilà, par exemple, dans un collage, bah, il y a, je sais pas, il y a un brocoli à la place des cheveux et une aubergine à la place de la bouche. Enfin, et du coup, ça me pousse à mettre des mots sur la manière dont je fais composer mes images. Et au bout du compte, l'intelligence artificielle va me sortir quelque chose qui est à la fois cohérent avec mon univers visuel, parce que c'est la manière dont mon cerveau a de construire les images, et en même temps quelque chose de complètement nouveau, quoi. Et en fait, moi, je vois vraiment ça comme un partenaire, et je pousserais même le truc encore plus loin, c'est que j'ai plus de plaisir à parler du travail que je fais avec l'intelligence artificielle que du travail que je fais toute seule. De toute façon, j'ai plus de facilité à parler du travail des autres que de parler de mon travail à moi. Et du coup, c'est à tout niveau, ça me comble. Et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en intelligence artificielle là, ces derniers temps. Là, je fais des vidéos, je fais de l'animation, où je vais faire de l'image par image pour faire des transformations de visages de célébrités en taco ou en animal étrange. Enfin, voilà, voilà, il y a tout le workflow aussi avec la réalité augmentée. Il y a tout ce travail sur les métavers en se servant des textures pour faire de la 3D. Enfin, en fait, c'est vraiment pour tous les détracteurs qui étaient là, oui, mais ça va remplacer l'artiste, machin, on va disparaître. Non, on va juste être décuplé et multiplié dans nos possibles. Et j'aime bien, j'ai une amie qui dit que ce qui compte, c'est pas la baguette magique, c'est le sorcier. Et vraiment, c'est ça, quoi. Enfin, on a une baguette magique entre les mains, et c'est soit on utilise le mode basique, soit on customise à fond sa baguette magique et on fait quelque chose qui nous ressemble avec, et ça devient encore un nouvel outil, quoi. Donc j'aime beaucoup l'intelligence artificielle. Ok. Je trouve ça super. Bah, écoutez, ça me semble peut-être bien. Tu avais encore des questions, Marie, ou... Non, ça me paraît bien de finir là-dessus, sur une note positive. J'ai plein de questions, mais avec Anne, on parle tout le temps, donc tout va bien. Merci, Ouais. bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.